La Terre est une planète extraordinaire, où vivent des plantes et des animaux fabuleux. Et puis il y a nous. Il est de notre devoir de préserver la santé de notre planète. Water, air, energy, the soil, everything is connected. Voilà 12 ans que nous avons décidé d'unir nos efforts pour diffuser un même message. Il faut débarrasser cette planète exceptionnelle des produits chimiques qui la tuent. Nous devons tout mettre en œuvre pour venir à bout des erreurs commises dans le passé. The global environment is in danger, and we need to address toxic chemicals. Our earth is really sick. We are here to call for action. Nous avons déjà accompli un travail considérable, mais il reste encore beaucoup à faire. Je suis Evelyne Swain. Et je suis Anil Sugdeo. Nous faisons partie de l'équipe du Fonds pour l'environnement mondial qui travaille dans le monde entier à la réduction des effets sur les populations des substances chimiques dangereuses. Le FEM mène actuellement plus de 3200 projets dans plus de 165 pays. Il nous est impossible de vous montrer tout ce qu'il accomplit. Mais nous allons vous emmener dans un voyage au cours duquel nous allons rencontrer des gens exceptionnels qui tentent de faire bouger les choses en partenariat avec le FEM. DDT has been implicated in serious health and environmental problems. Many of the people don't even know about the existence of PCBs. If we don't try to reduce the amount of POPs today, the Earth's support system may be irrevocably damaged. What are the levels going to be in 100 years' time if we don't do anything now? We have to change our lifestyles. Le moment est venu d'enfiler nos bottes et de prendre la route pour découvrir quelques-uns des projets du FEM. Nous allons vivre une véritable aventure. C'est un vrai privilège de pouvoir suivre de plus près le remarquable travail que nos partenaires effectuent sur le terrain. Anil et moi sommes très impatients de les rencontrer. En route. Notre première étape est General Santos, la ville la plus méridionale de l'archipel des Philippines. L'avion amorce sa descente et nous apercevons des fumées qui s'échappent de ce qui ressemble à une piste d'atterrissage en feu. Mais ce sont des ordures qui brûlent dans une décharge et c'est précisément là que nous nous rendons. Il y a probablement des substances chimiques dans cette fumée, et nous savons lesquelles, mais nous sommes loin d'imaginer ce qui nous attend sur le terrain. Nous avons atterri il y a 1 heure et nous avons rendez-vous avec Théodie Dumagam, conseiller municipal. Il nous conduit jusqu'à la décharge à travers un mur de fumée et de feu. Oh my God! À mesure que nous progressons dans ce nuage de fumée âcre, nous discernons des formes plus sombres. En nous approchant, nous réalisons qu'il s'agit en fait de gens qui fouillent les ordures pour trouver de quoi gagner leur vie. Evelyne, regarde ça. Un épais rideau de fumée s'étend à perte de vue. Ces gens sont là tous les jours et inhalent à longueur d'année de la fumée et des gaz de combustion. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Nous voici donc à General Santos, sur le site de cette décharge à ciel ouvert. C'est l'une des 6 décharges à ciel ouvert sur lesquelles nous travaillons dans le cadre du projet du FEM. Elle se distingue d'une décharge contrôlée par l'absence de membranes étanches, de dispositifs de protection ou de réglementation. Une décharge contrôlée est un site d'enfouissement réglementé, dont le fond est recouvert d'un matériel étanche pour éviter que le lixivia ne contamine l'environnement. Toutes les ordures de la ville de General Santos sont amenées jusqu'ici. Elles sont déchargées ici et les gens récupèrent ce qu'ils peuvent. Ensuite, les ordures sont déversées sur le côté. Les gens qui récupèrent les déchets gagnent leur vie en revendant les plastiques et autres matériaux susceptibles d'être recyclés. Tous les déchets sont amenés ici, quelle qu'en soit la nature. Il n'y a pas de tri sélectif des matériaux recyclables, des métaux, des objets de valeur ou des déchets compostables. Et c'est ce qui provoque des incendies comme celui-ci.
Théodie, on voit ici que les déchets accumulés sur ce site ont pris feu. Est-ce que c'est dangereux? So we see a lot of plastics in this temporary disposal facility, and we know for a fact that there are dioxin and furans as part of the chemicals composition in the plastics. Cette fumée est donc chargée en dioxine et en furane, qui sont ainsi rejetés dans l'atmosphère. On voit bien ici les plastiques et d'autres objets dont on sait qu'ils contiennent des produits chimiques dangereux en train de brûler. Est-ce que la santé des gens qui récupèrent les déchets vous préoccupe? Yes, we encourage them to look for another livelihood, and I think there's really a need to properly close the facility in order to protect the health of the community. Il y a aussi des familles qui vivent sur la décharge malgré le danger encouru. Cette famille de 7 enfants est exposée en permanence aux nuages de fumée. Je regarde les enfants jouer et je remarque leur toux rauque et les blessures qu'ils ont sur les bras et les jambes. Peut-être quitteront-ils bientôt la décharge, mais on peut malgré tout se demander quels seront les effets à long terme sur leur santé des produits chimiques qu'ils respirent à longueur d'année. Rose Leito dirige un groupe de glaneurs qui travaille sur la décharge de General Santos. Est-ce que les gens qu'on voit ici ont des problèmes de santé? Est-ce qu'il leur arrive de tomber malade? Ils toussent. Ils sont directement exposés à la fumée, comme nous aussi en ce moment même. Une fois que les polluants rejoignent l'atmosphère, tout le monde peut en ressentir les effets. Ils peuvent atteindre l'Arctique et être inhalés par les ours polaires, les Inuits. C'est pour cela que les POP, les polluants organiques persistants, sont un enjeu de dimension mondiale et qu'il faut agir sans tarder. Le FEM, la Banque mondiale et le service de la gestion de l'environnement travaillent avec 6 autres administrations locales pour l'amélioration de la gestion des décharges à ciel ouvert aux Philippines. L'objectif est de réduire les rejets de dioxine et de furane. Grâce à l'action du FEM, des autorités locales de General Santos, de la Banque mondiale et d'autres partenaires, ce site va bientôt être fermé pour laisser place à une décharge contrôlée. On prend ici la mesure du partenariat entre le FEM, les autorités locales et les différentes parties prenantes concernées, y compris les gens qui travaillent ici. Delmarino Valdez est un parfait exemple de la détermination des partenaires qui interviennent sur le terrain. Elle n'hésite pas à se rendre dans la décharge pour prélever des échantillons d'air, car elle sait à quel point les données recueillies sont importantes. These 6 sites will hopefully demonstrate to the rest of the local governments in the Philippines how to reduce the releases of the unintended POPs. Le travail effectué ici est essentiel, mais cette décharge n'est pas la plus grande du monde. En fait, ce n'est qu'une décharge parmi des milliers d'autres. Nous ne pouvons pas toutes les transformer, mais nous pouvons au moins définir un modèle qui marche et dont les autorités locales pourront s'inspirer. Le projet nous permet de montrer comment on peut fermer ces sites et améliorer la vie quotidienne des populations locales. Nous allons avoir du mal à oublier le spectacle et l'odeur de la décharge. Nous verrons plus tard que ces substances toxiques peuvent parcourir de très grandes distances. Mais pour le moment, cap sur le Mexique. Notre prochaine étape est située à proximité de la ville de Mexico. Il s'agit d'une station de distribution d'eau vieille d'un demi-siècle. Le transformateur électrique a récemment été inspecté et on a constaté qu'il contenait de grandes quantités de PCB. Ces substances peuvent être très dangereuses si elles s'infiltrent dans l'eau ou les sols. C'est pourquoi les projets que nous menons dans ce domaine, y compris ici au Mexique, sont si importants. It is a sensitive site because it is a water well that supplies water to the municipality, and we found out that it had PCBs within the transformer. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir assister à l'extraction des PCB contenus dans ce transformateur. Aujourd'hui, une équipe dirigée par le ministère mexicain de l'Environnement et des Ressources naturelles, le PNUD, et la société Semtredi s'apprête à retirer les PCB contenus dans le transformateur. Et Anil est impatient de voir comment on procède. Je veux voir ça de plus près. Tu vois, Evelyne, ça c'est de l'huile qui contient des PCB. Ça ressemble à de l'huile ordinaire? Absolument. Et c'est pour cela qu'il faut expliquer aux gens que ce n'est pas de l'huile ordinaire, mais une substance extrêmement toxique et qu'ils doivent apprendre à faire la différence entre de l'huile ordinaire et de l'huile contenant des PCB. L'équipe chargée des opérations travaille avec une efficacité impressionnante.
En quelques heures à peine, les PCB sont extraits du transformateur et transférés dans des flux de transport scellés. Le transformateur a été décontaminé et rempli avec un fluide exempt de PCB. Si ce projet n'existait pas, quelle serait la situation aujourd'hui? Well, the situation today would be that still nothing would have been done. Now people tell us that we opened their eyes. L'élimination des PCB est une opération coûteuse, mais relativement simple. Le plus difficile est de les trouver. Les équipements qui en contiennent s'entassent souvent dans des piles de matériel de rebut. Ils finissent parfois dans des centres de recyclage dont les exploitants ignorent qu'ils contiennent des produits chimiques dangereux. Ou atterrissent chez Jesus Diaz. Ces appareils contiennent de grosses quantités de métaux précieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils peuvent être recyclés? Jesus dirige une des entreprises de recyclage qui travaille avec Guillermo et veille à ce que tous les transformateurs récupérés subissent un traitement approprié. Les PCB ou biphényl polychloré étaient utilisés il y a longtemps dans les équipements électriques. Aujourd'hui, ces appareils vieillissants, et notamment les transformateurs, contiennent encore des millions de litres de produits chimiques. This equipment, a few weeks ago, was working on the field, and it was taken because it was found out that they had BPCs in them. En 4 ans à peine, cette structure et d'autres comme elle ont récupéré et traité plus de 2500 tonnes d'huile et de matériaux et équipements contaminés, soit 10% du stock total de PCB inventorié au Mexique. Ces huiles et équipements proviennent d'installations de tailles diverses. Once we have unloaded the transformers, they remove the nucleus where the parts were soaked in the PCB's oils. So what we will do now is to remove these nuclei and insert them in the green box behind. It is an autoclave that with pressure and with a solvent will remove all the remaining PCBs. Le FEM finance dans le monde entier des projets de récupération des PCB et des équipements contaminés qui sont ensuite acheminés jusqu'à des unités de traitement agréées, comme la société Tredi en France, où ils subissent un traitement adéquat avant d'être incinérés. L'unité d'élimination des PCB où nous nous trouvons ici, au Mexique, est remplie de transformateurs qui contiennent encore des PCB. Pour voir les choses d'un peu plus près, nous allons devoir nous équiper. Ces transformateurs contiennent encore des PCB. Ils étaient utilisés dans tout le Mexique et représentaient une véritable menace pour la santé et l'environnement. Grâce au projet FEM-PNUD, ils ont pu être amenés dans cette unité de décontamination à la pointe du progrès, où ils seront éliminés dans des conditions adéquates. Ainsi, ils ne pourront plus jamais menacer les populations mexicaines et c'est une excellente nouvelle. C'est tout de même un peu déprimant de voir tous ces transformateurs, quand on sait qu'il en reste encore des dizaines de milliers d'autres à trouver. Nous nous apprêtons à quitter le Mexique et c'est une grande satisfaction de savoir que des gens comme Guillermo et son équipe travaillent dur, comme d'autres équipes dans d'autres pays, pour débarrasser la planète de ces produits chimiques toxiques. Tout comme ces PCB, Evelyne et moi allons nous aussi poursuivre notre voyage et partir à la découverte d'un autre projet. Le FEM finance des centaines de projets dans tout le continent africain et dans tous ses différents domaines d'intervention. Nous sommes venus en Tanzanie pour découvrir des projets qui ont un impact considérable sur la santé. Nous rallions d'abord Morogoro, après 4 heures d'un voyage épuisant depuis Dar es Salaam. Nous arrivons sur le site d'un vaste entrepôt de DDT, aujourd'hui déclassé. Des dizaines d'ouvriers chargent des conteneurs remplis de matériaux toxiques. C'est du DDT en vrac, sous forme solide et non pas liquide. C'est ce qu'on utilisait dans le passé pour préparer les solutions d'épandage. Le programme d'élimination des stocks africains de pesticides périmés répond à un objectif, trouver autant de POP périmés que possible et les éliminer. Donc les pesticides étaient stockés en partie ici ? Samuel Msangi travaille pour le ministère tanzanien de l'Environnement. Il nous fait visiter l'entrepôt où étaient stockés des tonnes de pesticides périmés. L'entrepôt est l'une des 155 installations de stockage de pesticides périmés répertoriées à ce jour en Tanzanie.
Plus d'1 tonne de produits chimiques, et notamment de DDT et d'autres pesticides de la famille des POP, ont déjà été récupérés en Tanzanie. Nous avons de la chance d'être là aujourd'hui pour assister au départ de ce dernier convoi. On ne pouvait pas rêver mieux. Grâce à ce programme d'élimination sans danger des produits chimiques périmés, les populations qui vivent près d'ici et dans d'autres régions du pays ne subiront plus les effets de ces substances toxiques. Anthony Chalamila est sans doute la personne dont le départ du dernier camion chargé de DDT enchante le plus. Il dirige une coopérative d'agriculteurs et veut transmettre un message à tous les partenaires du projet. We are very happy to see that you have assisted a lot to remove all those chemicals, simply because on our own we could not afford to remove those. À de nombreux égards, la gestion d'un entrepôt de pesticides périmés présente moins de difficultés que le traitement de matériaux aussi insidieux que les déchets médicaux. Chaque jour, des déchets de toutes sortes, tels que le mercure de thermomètres cassés ou des seringues contaminées par le VIH ou l'hépatite, sont jetés ou incinérés. S'ils ne sont pas traités de manière adéquate, ces déchets médicaux peuvent libérer des toxines qui finiront, comme les produits chimiques, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau. La chaleur est une des seules solutions permettant d'éliminer en toute sécurité les déchets biologiques. Des incinérateurs sont couramment utilisés pour brûler les déchets hospitaliers. Toutefois, les incinérateurs de conception récente qui émettent de faibles quantités de POP ne sont pas toujours à la portée des pays en développement. Et même s'ils sont équipés de filtres très performants et de cheminées plus élevées, ils peuvent libérer dans l'atmosphère des substances dangereuses comme les dioxines et les furanes. Il y a quelques minutes, ces fûts de couleur rouge, remplis de déchets médicaux dangereux, ont été récupérés dans l'hôpital qui se trouve juste à côté. Ils contiennent des déchets chirurgicaux, des pansements souillés et des matériaux infectés. Comme vous le voyez, ils vont être introduits dans cette autoclave qui a été conçue et fabriquée ici, grâce à des financements PNUD-FEM. Je vais donc actionner l'interrupteur pour apporter ma modeste contribution à la réduction des déchets médicaux. Et c'est parti. The project is very, very important, not only to Tanzania, but for many developing countries, because we have a lot of health centers and district hospitals which do not have proper hospital waste management equipment. Mais le problème des déchets médicaux ne concerne pas que les gros établissements hospitaliers. En roulant à travers la campagne tanzanienne, nous remarquons un petit dispensaire et nous nous y arrêtons pour voir comment on y traite les déchets médicaux. Esther Mbel est l'infirmière du dispensaire. Elle nous explique que le dispensaire traite des patients qui présentent toutes sortes de pathologies, depuis le paludisme jusqu'au VIH. Lorsque nous sommes arrivés au dispensaire, Esther s'apprêtait justement à jeter des déchets médicaux. Il y a là des seringues usagées qui vont être jetées dans une fosse située à l'arrière du dispensaire. Esther nous conduit à la fosse. Nous n'en croyons pas nos yeux. Mais d'un autre côté, c'est l'occasion de prendre la pleine mesure du problème. Voilà précisément le type de pratique que nous voudrions éliminer dans le cadre de nos projets de gestion des déchets médicaux. On voit ici des seringues usagées, des pansements souillés qui sont le plus souvent incinérés. Est-ce que la présence de ces déchets pose un problème de sécurité? Busiro Onoka est le médecin du dispensaire. Elle nous explique qu'il n'y a pas d'autre solution que d'incinérer les déchets lorsque la fosse est pleine. Est-ce que vous savez ce que contient la fumée qui se dégage des déchets que vous brûlez? We know that from the smoke we can get the biohazard gases, but when the pit is full, we have no alternative. That is the question. À l'évidence, le personnel de ces petits dispensaires est parfaitement conscient des dangers liés à la combustion des déchets médicaux. J'espère qu'un jour nous pourrons revenir ici et constater qu'on utilise des méthodes plus sûres et plus hygiéniques d'élimination des déchets médicaux. Depuis le début de notre voyage, nous avons vu des décharges toxiques et des transformateurs remplis de PCB et assisté aux opérations d'enlèvement de plusieurs tonnes de DDT. Mais l'intérêt de notre visite en Chine, où nous venons d'arriver, tient justement à ce que nous n'allons pas voir. Il y a quelques années, il y avait ici une grosse usine chimique. C'est ici que se dressait l'usine, il y a encore 4 ans de cela. Elle comptait parmi les 8 unités chinoises de production de Mirex et de Chlordane 2 pesticides appartenant à la famille des POP utilisés dans la lutte contre les termites.
On est tout près de quartiers résidentiels. Oui, et tous ces gens habitaient déjà ici lorsque l'usine était encore en exploitation. Le portefeuille des projets du FEM en Chine est le plus important. Les projets comme celui-ci contribuent fortement à réduire l'impact des produits chimiques. Dans quelle mesure cette usine était-elle dangereuse? Qian Ren est le coordonnateur du projet. Il nous explique que l'usine rejetait dans l'atmosphère des substances chimiques hautement toxiques qui menaçaient la santé des riverains et de la population mondiale en général. Grâce au projet du FEM, les résidents de ces quartiers vivent maintenant dans un environnement beaucoup plus sain. Le projet du FEM a permis de mettre un terme définitif à la production de Mirex et de chlordane dans tout le pays, ce qui est en soi une réalisation majeure. Il a également montré qu'il était possible d'adapter certaines technologies et pratiques pour réduire les quantités de produits chimiques utilisés. L'objectif de cette mission était de prendre la mesure sur le terrain des changements apportés par les projets, de voir comment les financements sont utilisés, de déterminer si les projets sont pérennes et d'en cerner les impacts. En Chine, le projet de lutte contre les termites est un parfait exemple du travail accompli sur le terrain. Nous sommes ici sur un site historique et nous allons voir comment le projet a contribué à préserver ces merveilles qui font partie du patrimoine national. L'usine chimique a disparu, mais les termites qui sont un vrai fléau en Chine sont toujours là. Je me demande comment le pays traite des problèmes en n'utilisant ni de chlordane ni de Mirex. Les voilà, il y en a tout le long. Et voici un piège à termites, car la solution c'est ce piège tout simple. Nous allons nous intéresser d'un peu plus près à ce piège à termites utilisé dans le cadre du programme d'élimination du Mirex et du chlordane. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche? After the termites entered into the device, then we touch in the chemical on the termites. Termites go back to the nest. Et contaminent le reste de la colonie. Ah yes. On dénombre en Chine 450 espèces de termites qui causent des dégâts considérables chaque année. Elles ne s'attaquent pas seulement aux maisons. Les richesses historiques de la Chine sont également menacées. Mais fort heureusement, l'utilisation combinée de pièges et de produits chimiques donne de très bons résultats. Les projets qui permettent de recueillir des données fiables sont très utiles. Les laboratoires comme celui-ci jouent un rôle primordial dans l'adoption de pratiques optimales. Nous sommes à Hangzhou, dans un laboratoire de recherche sur les termites, qui a une fonction essentielle puisqu'il collecte toutes les données qui se dégagent du projet. Les Jing analysent des échantillons de sol prélevés sur le site du projet de gestion intégrée des ravageurs, sur lequel on utilise une technique qui consiste à poudrer le sol avec un insecticide. Cette méthode remplace désormais le chlordane et le Mirex dans la lutte contre les termites. Les analyses ont pour but de s'assurer que les produits chimiques ne sont pas utilisés en quantité excessive. Le moment est venu de reprendre la route. Alors que nous traversons la campagne chinoise, nous sommes impressionnés par l'industrialisation massive du pays. L'action que mène la Chine pour protéger les citoyens chinois contre les produits chimiques dangereux est un message fort adressé au reste du monde. En Swahili, la devise nationale du Kenya est Harambee, ce qui signifie « tirons ensemble ». Plus nous découvrons de projets, plus nous comprenons que tout est lié et combien il importe que les gens travaillent ensemble à la résolution de problèmes graves. Ici, au Kenya, les projets FEM-PNU jouent un rôle crucial dans notre compréhension de l'impact des produits chimiques sur l'environnement. Nous sommes en route pour le mont Kenya, où des échantillons d'air sont prélevés dans le cadre du programme mondial de surveillance des POP. Nous faisons une halte dans les rizières, où Clifford Mutero travaille à la mise au point d'une méthode d'élimination des moustiques porteurs du paludisme, sans danger pour l'environnement. Elle nage. Les travaux de Clifford s'appuient sur de solides bases scientifiques. Pour enrayer la propagation du paludisme, il faut d'abord comprendre comment les moustiques transmettent la maladie. Et pour ça, il faut les attraper. Les larves de moustiques sont une précieuse source d'information pour Clifford. Le projet FEM-PNU-OMS a pour objet de mettre au point des solutions de substitution aux pesticides dangereux et de les appliquer dans le cadre d'activités témoins. Dans cette région, on utilise des biopesticides. Clifford nous explique comment ça marche. You can see the granules that is derived from naturally occurring bacteria. Ils ne présentent donc aucun danger pour le bétail qu'on voit là-bas dans le champ? They can drink this water, it will not harm them. Pouvez-vous nous montrer comment ça marche? Yeah, sure.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'impact de votre travail sur la lutte contre le paludisme et la réduction des émissions de substances chimiques toxiques? About 10 years ago, if you came here, almost 20 out of every 100 school children had malaria parasites in their blood. Currently, there is hardly anything. We've not used any drop of DDT, and what that goes to show is that if you combine some of the other interventions like BTI to kill mosquito larvae, use of bed nets to protect people inside their houses, you can get rid of malaria without endangering the lives of people through other side effects or through the toxic effects of chemicals like DDT. Irène Gitari fait partie de l'équipe de Clifford. Elle est chargée de pulvériser les bactéries non toxiques qui contribueront, il faut l'espérer, à préserver la santé des habitants des villages voisins. Le travail que Clifford et son équipe effectuent est important, et pas seulement pour ce village. À terme, tous les villages du monde touchés par le paludisme pourront en bénéficier. Ces enfants ne seront plus exposés à des produits dangereux comme le DDT, et c'est une excellente chose. Mais nous allons le constater dans notre prochaine destination, on peut avoir des produits chimiques dans le sang même si on n'y a pas été directement exposé. Voilà précisément le type d'informations qui sont recueillies au titre du projet PNU d'échantillonnage du lait maternel. Nous rencontrons le docteur Luticia Kanja. Elle participe, dans le cadre du projet PNU, à une initiative particulièrement importante qui vise à prélever des échantillons de lait maternel. Bonjour, je suis Evelyne Swain. Rosemarine Goto vient d'avoir un bébé dont elle est très fière. Elle a bien voulu nous accueillir chez elle pour que le docteur Kanja nous montre comment les échantillons sont prélevés. Voici l'échantillon de lait maternel que nous venons de prélever. Il va être analysé dans le cadre du programme mondial du FEM sur la surveillance des POP. Ces échantillons sont très importants car ils nous permettent de déterminer les quantités de POP présentes dans le lait maternel. L'objectif du programme est de faire en sorte que ces produits chimiques ne puissent plus être rejetés dans l'environnement. L'analyse des prélèvements de lait maternel est une des solutions pour suivre l'évolution de la situation. Alors, merci de votre contribution à ce projet. Le docteur Kanja et l'infirmière qui l'accompagne, Margaret Mwita, parcourent tout le Kenya pour recueillir des échantillons de lait maternel. Leur travail va permettre de collecter de précieuses données sur la transmission de substances chimiques d'une génération à l'autre. Pour résoudre un problème, il faut le comprendre. C'est sur les hauteurs du mont Kenya, balayées par les vents, où s'achèvera notre mission, où nous allons trouver les réponses que nous cherchons. Mais d'abord, il faut arriver jusqu'au sommet. Nous nous rendons dans une station de surveillance atmosphérique. Here we come. Charles Mirico, de l'Université de Nairobi, sera notre guide. Voilà 3 semaines que j'attends avec impatience cette randonnée sur le mont Kenya. Mais je crains que Charles ne gâche la fête en nous expliquant ce qu'on trouve dans l'air. L'air frais et léger que nous respirons ici n'est peut-être pas aussi pur qu'il y paraît. It looks okay. Nice view, nice place. But sometimes what you see isn't actually what it is. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? All manner of sorts of things that you won't imagine at this place. Pesticides and dioxins and furans. C'est bien ce que je craignais. Pour autant, je veux savoir comment on peut être sûr que ces produits chimiques sont bien présents ici. Where we are now is our sampling station on Mount Kenya, where we have our background samplers. What we are doing here is to collect comparable data for global monitoring plan. Vincent Madadi travaille avec Charles Mirico. Selon lui, le projet n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de la communauté internationale. In developing countries, we do not have the capacity to sample and analyze persistent organic pollutants. And so the UNEP-JF project came in to help build the capacity of developing countries to be able to sample ambient air and mother's milk, and also to be able to analyze persistent organic pollutants. The GMP program, the Global Monitoring Program, was formulated to enable the developing countries to be able to report back POPs data, to be able to contribute to the information pertaining to POPs in the environment globally.
L'air est piégé dans le filtre en mousse, placé à l'intérieur de l'échantillonneur en métal. Il est ensuite minutieusement analysé. C'est fantastique de voir la science en action. C'est ici que tout se joue. So air goes in and out, okay? But as it goes through, the pops which are in gas phase would be trapped by the polyurethane foam filter. Il y a 15 stations de surveillance atmosphérique comme celle-ci en Afrique. Charles espère que les données scientifiques recueillies amèneront les gens à modifier leur comportement. We have to change our lifestyles. We have to do something. We have to look at areas in which we're generating these pops and look for ways and means of eliminating, if possible, their sources. Charles a raison. Il y a une limite aux quantités de toxines que notre planète peut absorber. Notre mission s'achève et l'urgence de l'action que nous menons me paraît plus évidente que jamais. Notre extraordinaire voyage autour du monde nous a permis de rencontrer ceux qui agissent avec détermination sur le terrain, dans les différents pays partenaires du FEM. Toutes ces personnes travaillent dur pour nous protéger et protéger notre incroyable planète. Je crois que ce voyage aura surtout été l'occasion de prendre pleinement conscience du travail effectué par tous ceux qui assurent la mise en œuvre de nos projets sur le terrain. Si nous n'avions pas enfilé nos bottes, nous n'aurions jamais pu prendre conscience de l'importance de ces projets qui ont tous pour objet de trouver des solutions aux problèmes complexes liés à l'environnement mondial. I mean, there is limited funding available in the developing countries to do this kind of work. And Jeff has come out so strong, it supported us so much. Nous faisons déjà beaucoup pour protéger les biens communs de l'humanité, l'air, l'eau, la terre. Mais il reste encore beaucoup à faire. We need everybody's role in it. That not any single person or sector can solve this problem. We need to work together. We need to work through partnerships to address toxic chemicals and toxic waste. We're ingesting these chemicals. They're making us sick and they're killing us. And we need to address this problem, and it's an urgent problem. We need to get after it today. That's why we would like to see a very strong coalition of governments, industry and civil society partnering towards a world totally free of POPs. Thank you. The challenge is so enormous that we just need to step up our effort. It's not the problem of your future generation, it's actually the problem of our current generation. So please join us before it gets too late.